Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore là pour cette présentation donc, qui va parler de pédagogie freinée et de numérique. Donc, je vais peut-être rapidement vous montrer un peu le contexte de ma recherche, qui est une recherche doctorale. En fait, il y a actuellement 11 écoles freinées à Liège, dans l'hypercentre. Donc, elles sont vraiment toutes distantes de quelques kilomètres de l'hypercentre de Liège. Et ces écoles freinées n'avaient pas d'outils numériques nomades de type tablette quand on a commencé cette recherche en 2017. Et en fait, la question était de savoir comment est-ce qu'il était possible d'intégrer ces outils numériques dans cet environnement pédagogique qui est quand même singulier. Alors, je n'ai évidemment pas le temps ici de présenter de manière détaillée la pédagogie freinée, mais ce que je vous propose plutôt de faire, c'est que, en écoutant les enseignants exprimer eux-mêmes les obstacles qu'ils ont rencontrés, ça va nous permettre de découvrir ensemble certains paramètres, en fin de compte, de cet espace pédagogique qui est quand même très singulier. Alors, ma question quand même, c'était de savoir si, n'était pas tant de savoir si des obstacles allaient survenir, puisque je dirais que quand on intègre des outils numériques dans une école, et la littérature en fait état de manière très large, il y a des obstacles. La question, je dirais, secondaire, c'était de savoir s'il y avait des obstacles qui étaient spécifiquement freinés. Est-ce que, en fin de compte, l'environnement pédagogique allait générer une nouvelle catégorie d'obstacles? Et évidemment, par-delà, comment outiller ces enseignants pour franchir ces obstacles nouveaux rencontrés. Alors, pour catégoriser ces obstacles, je me suis basé au niveau plus théorique sur la typologie de Peggy Harmer, parce que ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle divise donc, les obstacles dans le cadre d'intégration de matériel technologique dans les écoles, elle les catégorise quand même en deux grands blocs, à savoir les barrières, les obstacles de premier ordre et les obstacles de second ordre. À savoir que les obstacles de premier ordre, ils sont exogènes, ils sont en périphérie des enseignants, mais c'est très souvent ceux qui sont cités par les enseignants eux-mêmes. Donc on parle ici, et je pense que d'ailleurs la présentation précédente faisait état de quelques-uns de ces obstacles, de manque de temps, de manque de matériel, de manque de formation, etc., etc. Ce qui est intéressant chez Hermer, c'est qu'elle soulève la présence d'une seconde catégorie d'obstacles, de barrières, de second ordre, qui là sont endogènes, et qui sont propres aux enseignants. Et notamment dans les exemples qu'elle cite, cette idée de croyance, de conviction des enseignants à l'égard de l'éducation, à l'égard du matériel technologique également. Elle parle également de pratiques de classe routinières installées et de la réticence au changement. Alors, cette question des convictions et des croyances, ça me paraît tout à fait essentielle, évidemment, en pédagogie freinée, puisque c'est une pédagogie choisie, voulue, désirée par les enseignants, qui est extrêmement documentée, théorisée par Freinet lui-même, très balisée. Donc, l'espace Freinet, c'est une affaire de conviction, si vous voulez. Donc, la question, c'était comment certaines représentations de ces enseignants à l'égard du numérique allaient pouvoir se heurter, en fin de compte, à leurs convictions personnelles à l'égard de la pédagogie Freinet. Et on va le découvrir ensemble. Donc, on va écouter deux enseignants, je crois, qui travaillent tous les deux. Il y en a un qui travaille avec les premières et deuxièmes primaires, et le deuxième travaille avec les cinquièmes, sixièmes primaires. Donc, on les écoute. Les parents qui sont majoritairement, à mon avis, je ne dirais pas hostiles, mais craintifs. Parce que je crois que beaucoup de parents qui font le choix de mettre leur enfant en pédagogie freinée, c'est pour des raisons, voilà, des valeurs diverses, mais principalement aussi l'aspect peut-être environnemental, écologique, tourné vers la nature, l'extérieur. Et donc, donner une place importante à l'outil numérique peut amener certaines craintes. Et donc, on sait qu'on doit toujours, à un moment donné, si on parle de ce type de projet, on doit vraiment bien expliquer nos intentions et rassurer les parents. Il y a eu un peu les parents, quoi. Pour les parents, ça a été aussi un gros clash quand même. Comment ça se fait que Nicolas, qui fait un potager, qui va dans les bois le plus souvent possible, etc., décide de mettre des tablettes dans sa classe. Donc, ça a été rassuré, quoi. Rassurer les parents. J'arrêterai là parce que bon, le temps tourne, mais on voit ici, en fin de compte, que ce qui est soulevé, c'est l'un des paramètres Freinet importants qui est son projet naturaliste. Donc, en pédagogie Freinet, l'enfant est amené à explorer le monde, à tâtonner, et à entrer en contact en fait d'objets du monde réel. Et sur base de cela, l'enseignant va construire
des pistes pédagogiques pour en fin de compte répondre à son questionnement personnel. Par-delà, chez Freinet, il y a une dimension très forte qui est l'artisanat, le travail de la main, ces valeurs sont très présentes. Donc on voit bien que les parents, en fin de compte, associent davantage l'écran à une forme d'enfermement, peut-être parce qu'ils ont des enfants à la maison qui sont collés dans des écrans pendant de longues durées, et que donc pour les enseignants, ça présente un obstacle. Et on voit toute la nécessité donc, de construire un discours sur le numérique spécifique à cette pédagogie Freinet, ne fût-ce que pour répondre aux questionnements des parents. On passe à toute autre chose. Et puis il y a cet attrait pour la technologie. Moi j'aime bien, je trouve ça incroyable. Chaque fois que je découvre un nouveau truc, je suis épaté, je me dis waouh, trop bien, tout ça. Et je vois que les enfants aussi, etc. Et puis je crois qu'il y a l'autre partie aussi de moi qui me dit des fois on ferait bien de revenir à vivre comme on vivait au Moyen-Âge, quoi. Alors entre les deux, il y a un gros clash. J'ai donc parfois un petit peu un rejet de cette technologie qui parfois j'ai l'impression qu'elle sépare les gens. Et à d'autres moments, j'ai l'impression qu'elle les rapproche, donc c'est un peu paradoxal. Et en pédagogie Freinet, je pense qu'il y a aussi tout ce conflit des valeurs, quoi. C'est quand même une pédagogie qui est fort à gauche, on ne va pas se le cacher. Et après, le numérique et le marché du numérique, c'est quand même vraiment fort à droite. Donc, je crois qu'il y a ce gros conflit-là chez les Freinet, de se demander est-ce que c'est logique que je prône je vais prendre le gros cliché. Est-ce que c'est plus logique que je prône la consommation locale, bio, ou que je travaille sur des choses comme ça, puis qu'après, j'aille filer des iPads aux gamins de ma classe? Voilà, donc ici on rentre dans une autre dimension, en fin de compte, de la pédagogie Freinet, qui est la dimension politique. Donc la pédagogie Freinet, Freinet est communiste, encarté, c'est vraiment une pédagogie de l'émancipation qui a vraiment une visée égalitaire très forte. Et évidemment, ici, on voit que l'enseignant, le numérique évoqué, est relatif, en fin de compte, aux outils manufacturés et à ceux qui les produisent. Bon. Donc la question aussi, c'est de quel numérique parle-t-on? Est-ce qu'on parle du numérique en termes de compétences au niveau de la créativité, comme ça a été défini par différents auteurs, je ne rentre pas dans le détail? Est-ce que on parle du numérique en tant que capacité à émanciper l'élève pour qu'il puisse développer des habiletés, à s'exprimer dans le monde, etc. Ou est-ce qu'on parle du numérique, le numérique vendu par ses marchands? Donc à nouveau, on voit que là, il y a une forme de conflit qui entre en scène. Alors on va en évoquer, si j'ai le temps, brièvement encore un troisième. Et on va parler cette fois-ci des invariants Freinet, et je reviens un petit peu là-dessus après. Invariant, ça veut dire quoi en fait? L'autorité, ça veut dire que c'est l'instinct qui ne doit pas être autoritaire. Et puis après, il y a un autre invariant où il explique quand même aussi qu'il y a quand même un rôle où c'est travail, quoi, ça doit être cadré, quoi. Et alors, il y a des conflits entre ces deux. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la différence. Là, il nous dit qu'on ne peut pas être autoritaire, et là, il nous dit qu'il faut qu'on cadre. Pas logique, quoi. Donc, je pense qu'il y a des questions comme ça qui sont intéressantes à se poser. Il y en a un qui me vient là comme ça sur le numérique, c'est celui où il parle qu'il faut laisser faire aux enfants leurs propres erreurs, si je résume, quoi. Je pense qu'il utilise l'expression de le laisser faire des choses, même si l'on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour lui, ou je ne sais plus exactement comment il formule sa phrase. Je trouve qu'avec le numérique, il faut se questionner sur cet invariant-là, par exemple. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on peut donner une tablette en mode libre accès total aux enfants? Question. Voilà, question. Donc, les invariants Freinet, il y en a 30, et ils ont été édictés par Célestin Freinet, je vais peut-être juste vous mettre ça, par Célestin Freinet en 1964, donc 2 ans avant sa disparition. Et en fait, à la base, ces invariants, ces 30 invariants, sont censés forger un code pédagogique en capacité, en fin de compte, de transmettre les valeurs Freinet à l'intérieur des classes. Parce que l'activité d'une classe Freinet, elle se matérialise par des techniques, vous en connaissez peut-être certaines, l'imprimerie, le texte libre, le fichier mathématique, etc. Mais ce qui est important, c'est que ces techniques, si elles sont là, c'est précisément pour que ces invariants transitent dans la classe. Or, me semble-t-il, ce que soulève pour l'instant le numérique et l'apparition du numérique chez tous ces enseignants, c'est le statut même des invariants. Et on va brièvement écouter quelques profs qui s'expriment. La question que j'aurais posée, c'est simplement, pour vous, un invariant, c'est quoi? Un invariant Freinet? Regardez bien. Est-ce qu'il ne faut pas aussi voir les invariants comme des idéaux
et savoir qu'on n'est peut-être pas tout le temps dedans et que c'est peut-être pas grave si ça apporte quelque chose de plus, quelque chose de différent. Pour moi, les invariants, c'est le cadre. Finalement, la chose la plus importante dans une classe, c'est connaître le cadre. C'est bien d'essayer de le co-construire avec les élèves quand c'est possible, qu'on les a suffisamment longtemps, mais dans l'absence d'un cadre, donc imaginons un groupe d'élèves qui arrive à la première heure d'un cours d'histoire. Pour moi, les invariants, c'est le cadre normatif qui préexiste et qui peut être après rediscuté, remodifié. Ce sont plutôt des guides qu'on a en nous et qu'on fait évoluer. Je pense que quand on démarre en pédagogie Freinet, on a tellement de défis à relever que la pire des choses, ce serait de vivre avec cette pression qu'on doit absolument tout gérer. Je pense que chaque enseignant a aussi ses affinités et c'est ce qui est chouette dans une équipe. Je les ai déjà lus, c'est dans notre projet d'établissement et tout, mais ça n'est pas quelque chose que j'ai en tête en permanence dès que je crée une activité. Je fais ça plus au feeling. Et donc je coupe un petit peu cet enseignant, mais on voit tout de même apparaître ici quelque chose d'important, parce que donc la pédagogie Freinet se construit au début du XXe siècle, et évidemment toute la question c'est comment est-ce que ces valeurs qui ont été présentées à ce moment-là, dans ce contexte-là, peuvent être toujours transposées, je dirais, dans le contexte actuel. Et donc, on voit que le numérique soulève cet ensemble de questions-là, et que donc, en fin de compte, il y a une mouche qui m'ennuie, en fin de compte, pour outiller les enseignants, il y a naturellement toujours la voie possible de certains modèles, de pratiques exemplaires, etc. Mais on voit aussi qu'il y a une nécessité, en fin de compte, de les outiller en termes de discours à avoir sur le dialogue entre cette pédagogie Freinet qui démarre dans les années 20 et l'intégration d'outils numériques pratiquement une centaine d'années plus tard. Alors Mathieu, je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu de temps. Si, pas de souci. Alors on va l'écouter parce que ici c'est un petit peu ce qu'elle suggère. Séverine. Je crois que l'école Freinet aujourd'hui, pédagogie Freinet, dans un centre d'une ville comme Liège, une grande ville, avec une effervescence, avec des parents aussi qui ont leur lecture de la pédagogie Freinet, qui viennent, qui nous proposent des choses, qui nous sollicitent. Des fois, je me dis, aujourd'hui, c'est pas toujours évident d'adapter quand même certainement le projet de départ parce que le contexte est tellement différent. Il y a peut-être à un moment donné, il faudrait peut-être une nouvelle lecture, quoi, plus moderne, parce qu'on veut encore faire avec l'esprit, voilà, des années 50, 60, alors qu'on a une toute autre époque, que le public, les enfants ne sont plus les mêmes, que nous, on est une très très grosse école, c'est quand même 500 petits bouts, quoi. Donc c'est une grosse équipe. Donc 500 petits bouts, oui, de fait. Et regardez l'invariant 26 simplement de Saint-Freinet. Donc la conception actuelle des grands ensembles scolaires aboutit à l'anonymat des maîtres et des élèves. Elle est de ce fait toujours une erreur et une entrave. Mon école compte 950 élèves, le Laveu en compte 500. Voilà, et donc ce type de conflit est, je dirais, permanent. Maintenant, ce qui est, me semble-t-il, intéressant, et mon outil sera en fait une actualisation des invariants Freinet au contexte du numérique, parce que quand on lit Freinet, les concepts utilisés, donc ce concept par exemple d'anonymat est particulièrement intéressant au niveau du numérique. Hein. On peut légitimement se poser la question si ce qui plonge les élèves dans l'anonymat actuellement, c'est vraiment les grands ensembles scolaires. Je dirais qu'une école de 800, 900 élèves, c'est une norme quasiment maintenant au niveau secondaire en tout cas, et en primaire, il y a des établissements de plus en plus grands. Mais en fin de compte, est-ce qu'un usage massif, répété du numérique par des enfants à la maison ne les amène pas à une forme d'anonymat en classe ? De la même manière, vous avez vu quand même que mes vidéos ont un petit côté pittoresque, c'est parce que j'ai fait ces interviews pendant la période de confinement, et un des enseignements quand même de la période du confinement, c'est qu'on a pu observer que certains élèves étaient complètement sortis des radars dès l'instant où on leur proposait d'utiliser des outils numériques à distance, mais au contraire, et ça a été mentionné par Séverine justement ici, elle me racontait que certains élèves ont fait état d'une activité saisissante pendant cette période de confinement, via les outils numériques. Hein, donc ces élèves qui étaient relativement plongés dans l'anonymat en classe traditionnelle, tout à coup se sont révélés. Donc mon travail, c'est de repartir en fin de compte de ce code pratique, de ces 30 invariants et de leur texte, puisque chaque invariant a un texte qui lui est adossé, qui est relativement court, de travailler les concepts et de voir comment ils peuvent encore dialoguer, enfin comment ils peuvent maintenant dialoguer avec le numérique.
C'est vraiment ça la base. Et en ce sens, je ne fais rien de plus que d'essayer de suivre un petit peu une des stratégies suggérées par Peggy Hermer dans sa première. Alors, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais c'est la première en tout cas qu'elle mentionne, qui est l'idée de développer une vision via différentes tactiques. Et parmi ces tactiques, il y a notamment la pratique réflexive. Et donc, quand on entend ces enseignants, on voit qu'il y a une capacité à tenir un discours. Ma volonté, évidemment, c'est de mieux les outiller pour que ce discours sur le numérique soit davantage construit au départ de concepts qui sont peut-être plus fouillés que ceux dont ils ont à disposition pour l'instant. Voilà, je crois que j'ai encore un cadre qui dit merci.